Les gaz vésicants ayant des effets graves sur le système pulmonaire, pas encore tout à fait neurotoxique, c'est cependant le gaz qui reste l'image forte de la brutalisation du conflit, puisque ce ne sont plus des êtres humains qui s'affrontent, c'est un produit chimique qui les détruit. Et qui pourrait mieux en parler que pharmacien colonel Alain Tisbar, qui a dirigé non seulement partie de l'école royale du service médical à Gand pour la formation des officiers, a servi ensuite à l'état-major du service médical à Yvers et à la pharmacie militaire centrale de Nivelles. C'est donc les moyens qu'on va essayer de trouver pour lutter contre les premières attaques au chlore du côté de Steenstraat, avant bien sûr la perfection, si l'on peut dire, que va devenir Ypérite, du nom de la ville où elle a été utilisée depuis notre appareil. Merci bien, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, l'utilisation des munitions toxiques a été interdite par les conventions de La Haye de 1899 et 1907. Le soir du 22 avril 1915, les Allemands libèrent 190 tonnes de chlore liquide à partir de bouteilles en acier enterrées devant un secteur au nord-ouest d'Ypres. Ce front est occupé par des troupes coloniales. Ça se passe ici, voilà Ypres, troupes coloniales françaises et des territoriaux bretons. Les grenadiers belges se trouvent là. Le village de Lizerne, souvent mentionné, se trouve ici. Complètement surpris, les survivants se retirent en masse et ils laissent sur le terrain 6000 morts, asphyxiés. Une brèche de 6 km est ouverte. À l'ouest de cette brèche, les grenadiers belges défendent les flancs. La description allemande du champ de bataille après cette attaque, présentée au musée in Flanders Fields à Ypres, nous glace le sang. Toute vie a disparu dans le secteur. La boîte de Pandore est ouverte. Le confrère Maurice Dubé, alias Max Deauville, est médecin de bataillon au Grenadier. Et il écrit « Cet après-midi, les flammes se sont élevées à ce niveau. Ce n'a été qu'un cri. Les tranchées allemandes brûlent. Mais pendant ce temps, la fumée qui se dégageait de ces foyers prenait un caractère étrange. Elle s'épaississait à la surface du sol, formant un nuage d'un vert brunâtre, lourd et menaçant, que le vent emportait doucement à ras de terre sur le Camelbeek, sur les batteries. Le docteur Paul de Batter est en repos à La Panne et les fausses nouvelles vont vite. Les Allemands ont employé des obus à gaz, après quoi les Français et les Belges ont dû se retirer. Les grenadiers ont réussi à reconquérir une partie du terrain perdu. Les Allemands n'exploitent pas cette brèche par manque de réserve, mais aussi parce qu'ils n'y croyaient pas trop. Plus jamais une attaque toxique ne provoquera de surprise. Il s'agit de parer au plus pressé. Le poison est identifié. On trouve un tampon protecteur sur un prisonnier allemand. Ce tampon, analysé à la pharmacie militaire centrale installée à Calais, contient du thiosulfate de sodium qui neutralise le chlore. En attendant, on conseille aux soldats de se nouer un mouchoir mouillé devant le nez et la bouche. En quelques jours, en quelques nuits, une centaine de milliers de tampons de gaz teintés au brou et leurs enveloppes imperméables sont distribuées et du thiosulfate est livré jusque dans les postes de secours des bataillons.
Le service de santé apporte des améliorations aux tampons, aux cagoules imbibées de thiosulfate et de ricinates de soude, et ensuite aux masques anti-gaz. Le même service de santé est chargé des calfeutrages des abris et de la décontamination à l'aide d'hypochlorite de calcium. On forme dans chaque division des groupes de spécialistes, dirigés par un médecin chargé de l'instruction et comportant notamment un pharmacien et les officiers gaziers responsables du matériel, ainsi que 20 tonnes de divers corps de métier. Le chlore, oxydant puissant, attaque directement les muqueuses, détruit brutalement et totalement l'appareil respiratoire. Il reste plaqué au sol et descend dans les tranchées, dans les abris. Bientôt apparaît cependant un nouveau suffocant, le phosgène, plus insidieux que le chlore. Ce gaz est quasiment imperceptible, les soldats ne mettent pas immédiatement leur masque et les effets destructeurs sur les surfactants des alvéoles pulmonaires ne se manifestent qu'après quelques heures. Les lésions sont installées lorsque les premiers symptômes se manifestent. Irritation, toux, œdème pulmonaire, congestion pulmonaire massive. Surpris, impuissant, le médecin de troupe ne pouvait que traiter les symptômes avant d'évacuer les suffoqués vers les ambulances divisionnaires. Ce n'est que plus tard qu'ils disposeront des ballons et d'obus d'oxygène. On ne compte que 6 attaques chimiques contre l'armée belge jusqu'en juin 1917. Partant, un certain relâchement se manifeste. On néglige l'entraînement et l'étui, nous sommes en Belgique, l'étui en toile cirée du tampon est parfait comme blague à tabac. Jusqu'à l'apparition des moutardes en 1917. Ces produits sont libérés à partir de projectiles et ne dépendent donc plus de la météo. Ce ne sont pas vraiment des gaz, mais des liquides huileux, plus ou moins volatiles, qu'il faut même rendre plus volatiles en hiver, et qui s'attaquent à la division cellulaire des cellules les plus actives. La peau, attaquée par le vapeur, forme des flictènes qui deviennent de plus en plus volumineux, se brise et qui fait place à une plaie semblable à une brûlure, très douloureuse, qui risque de s'infecter. Les parties du corps les plus sensibles aux vésicants, à l'état gazeux, sont celles où la peau est la plus fine. Muqueuse, aisselle, haine, scrotum, les yeux surtout. À plus forte dose et en cas d'inhalation ou d'ingestion, des lésions internes peuvent apparaître, surtout dans l'appareil respiratoire. Elles détruisent non seulement les alvéoles, mais créent dans les bronches des pseudomembranes qui peuvent se détacher une fois que la situation de la victime s'améliore et empêcher brutalement toute respiration. Les conjonctives et les paupières sont très sensibles à l'hydrite. Or, la cécité est transitoire, ce qui n'enlève rien à son caractère angoissant. Je demande votre attention pour cette dia parce que non seulement il y avait les gaz, mais il n'y avait pas que ça. Les petits trous dans les planches, ce ne sont pas des mythes. Odon, un soldat, dans son journal de campagne, raconte « Mes yeux ne faisaient que pleurer et le mal de gorge était intenable. » Gaston Leroy, journal d'un volontaire de guerre, écrit le 30 octobre 18, « Ces obus explosent avec un bruit sourd, mon épaule et mes démanges, comme si j'étais rongé par 1000 fourmis. Mes yeux pleurent à grosses larmes. J'ai eu tout terrible. » Le 7 avril 1918, le 3e carabinier est au sud de Neupoort, lorsque les Allemands bombardent sans relâche la ville, avec des obus à gaz, de 23h à 10h du matin. Le docteur Rivens de Ninove est médecin de bataillon et témoigne. Le 8 avril 1918, l'odeur qui fait penser au formol devient plus prononcée. Personne n'en ressent de gêne et nous ne mettons pas nos masques. Vers 14h, je sens que mes yeux se piquent et je pleure. Je n'y prête guère attention. J'ai évacué plus de 200 soldats à l'hôpital. Les irritations dans mes yeux deviennent douloureuses. Vers 16h, je n'y vois plus rien. Ma tête brûle et j'ai des crampes dans les paupières. Les larmes coulent sur mes joues.
Le docteur De Decker est déjà évacué. Tout ce que je puis faire est signer les documents en lettres illisibles. Je commence à vomir et je suis tellement épuisé que je me laisse emmener à l'hôpital de l'Océan, où je suis complètement déshabillé et lavé. Ils soignent mes yeux et me mettent au lit. Je ne vois plus rien et ma tête va exploser. Le 11 avril, 3 jours plus tard, pas d'amélioration, violent mal de tête. Le 12 avril, pour la première fois, je puis à nouveau ouvrir les yeux, mais je ne distingue quasiment rien. Le 13 avril, la fièvre a baissé, je me lève et je me promène un peu. Le 14 avril, j'ai le visage glauque et j'ai fort maigri, mais l'appétit revient et je mangerai un jambon entier. Je suis heureux d'avoir retrouvé la vue. Le 15 avril, je demande à rejoindre mon régiment pour faire de la place. C'est refusé. Je dois aller me reposer à l'ambulance de la 6e division à Coxy. Initialement liquide, l'hypérite est bientôt dispersé plus finement, en aérosol. On voit alors les artilleurs se présenter au poste de secours brûlés par l'hypérite qui sointe pendant des jours des filets de camouflage agités à chaque coup de départ. Certaines parties du corps sont protégées par des pièces d'équipement, on parle de lésions photographiques. Le professeur Frédéric montre dans son étude clinique que de nombreux blessés par hypérite sont atteints par accident ou par imprudence. Ils se sont assis sur un objet contaminé, ils ont ramassé un souvenir contaminé, ils ont dénudé imprudemment une partie du corps pour l'épouillage à cause d'une blessure pour des besoins naturels. Il est parfois même question d'automutilation. Comment les médecins ont-ils réagi? Après une première période d'improvisation, des directives sont rédigées pour harmoniser le travail dans les postes de secours. La photo est mauvaise, mais ça devrait vous donner envie d'aller voir. Le musée in Flanders Fields à Ypres expose une affiche calligraphiée, s'il vous plaît, qui devait sans doute figurer dans un poste de secours. Au début de 1918, une première notice confidentielle paraît, avec des recommandations fermes à l'adresse des brancardiers et médecins. On distingue les grands toxiques comme le cyanure, où aucune intervention médicale n'est nécessaire sauf donner de l'oxygène. Les suffocants, chlore et phosgène, IPK, à dose vomitive. L'IPK est partiellement contre-indiqué, mais il est apparu que les victimes qui vomissaient allaient mieux par après. Saignée, 400 grammes. Oxygène, cyanose, réchauffé, tonique cardiaque, à l'époque c'était de l'huile ganfetée ou de la caféine, transport impérativement en position couchée. Les résistants comme l'hypérite, mais d'autres après, pour les brûlures, déshabiller le patient, savonnage copieux, chaud chloré à sec sur la peau, désinfecter les fictènes, mais jamais les percer, irriguer les yeux au permanganate à 1 quart pour 1000, isotoniser avec 8 grammes de chlorure sodique par litre. Respiratoire, huile gominolée 5% dans les narines. Gastrique, bicarbonate, morphinotropie sous-cutanée. Pas d'oxygène, évacuation assise. Je passe sur les lacrymogènes externutatoires et fumigènes qui en fait ne posaient pas de problème majeur. Voici à quoi devaient ressembler les soins, les premiers soins aux hypérités. Au niveau hospitalier, le professeur Wolf installe à Cabourg Médical une salle pour le traitement des victimes, des suffocants. Elle est pourvue d'une tuyauterie permettant d'administrer simultanément de l'oxygène à plusieurs malades. Un robinet à hauteur de chaque lit alimente une sonde de nélaton goménolée introduite par voie nasale jusque dans l'arbre bronchique. En 17, environ 200 soldats gazés sont admis. Un seul décès est enregistré. L'océan accueille surtout des soldats français du secteur de Nieuport. Écoutons Jeanne de Launois, infirmière à l'océan. Dressés sur leur lit, essoufflés, bleus, hagards, les poings crispés, certains ne pouvaient plus rester en place. D'autres affalés se sont dégazés de la guerre.
Certains resteront aveugles. Hypérite, phosgène, etc. Ces derniers ont les bras ouverts et le sang coule. Il faut en prendre 400 grammes. Comme ils bougent, il y a du sang partout. Les poumons sont brûlés, les soldats étouffent. Après la guerre, plusieurs études cliniques tirent les leçons des événements. Une importante série d'articles sur les gaz de combat paraît dans le bulletin belge des sciences militaires en 1921-22. En 1922 se tient à Bruxelles un congrès international qui tire les leçons de l'emploi des gaz. Les aspects plus spécialisés ne sont pas négligés. Le docteur Denham, ophtalmologue, souligne la bénignité relative des lésions oculaires. Après 6 à 12 heures, l'examen des yeux est très pénible, mais les malades se rétablissent. Le docteur Sterkmans, ORL, parle du concept de la Holzstimme, la voix rauque caractéristique. Lors de chaque attaque, l'identification des agents utilisés est une tâche critique. L'armée belge dispose à cet effet d'un laboratoire spécialisé à Calais. De nouveaux produits apparaissent constamment. En 1938, un médecin militaire allemand, le docteur Gilbert, énumère plus de 60 molécules utilisées au cours de la guerre. Ne faites jamais ceci chez vous. L'armée française a créé des ambulances spécialisées pour le traitement des gazés. Je laisse notre pharmacien faire son travail. Voilà. L'armée française a créé des ambulances spécialisées, dites ambulances Z, pour le traitement des gazés. Alors que l'armée belge occupait une situation relativement calme, notamment en raison de l'orientation nord-sud de notre front. Les saillants d'Ypres, de Verdun, la Somme, l'Argonne ont été des théâtres de violentes offensives répétées avec emploi ininterrompu de toxiques. L'affluence des gazés était une toute autre envergure dans les autres armées. Ce n'est qu'en août 18 que des échanges intensifs ont eu lieu dans le secteur belge. À partir de novembre 17, les artilleurs belges ont d'ailleurs tiré, eux aussi, des obus à gaz, hypérite et phosgène. Quelques chiffres mesurent l'importance relative des toxiques en matière de victimes au sein de l'armée belge. Touchés par les gaz, 6390 évacués. Aveugles, au total 66 aveugles de guerre, dont 44 par blessure de guerre, 1 par gaz. En 1918, M. le Président vient d'en parler, la grippe espagnole fait 12 000 victimes et la cause de 720 décès, rien que pour le secteur belge. Lors de l'offensive libératrice de 18, les toxiques font également des victimes civiles, pris entre deux feux. L'hypérite n'est donc pas vraiment un toxique mortel. Il est possible de se protéger efficacement du phosgène, mais le fait d'être exposé à une menace supplémentaire, de porter un masque qui empêche de viser, de tirer, qui gêne la respiration lors d'un effort, a probablement exigé son tribut de victimes. Tout comme l'angoisse devant l'inconnu et la désorientation. Il est évident que les victimes portent des séquelles. Pour le chlore et le phosgène, la BPCE, insuffisance cardiaque, séquelles nerveuses, séquelles digestives. Pour l'hypérite, les mêmes, mais en plus, sténose du larynx, débris cicatriciels, laryngite, troubles oculaires et périoculaires. Nous avons connu des invalides pris par les gaz tout au long du siècle dernier. Faisons cependant la part des choses. Les lésions sont sans doute été aggravées par d'autres affections pulmonaires, bronchopneumonie, tuberculose, séquelles de la grippe espagnole, la misère du front. Souvent, nos soldats ont appris en outre à apprécier la consolation du tabac dans les tranchées. Ceci ne diminue en rien leur mérite ni leur courage. Il nous reste d'autres séquelles de munitions toxiques. La moisson du fer dans la région d'Ypres, où un obus sur 3 n'a pas explosé et où un de ces obus sur 3 est toxique. Il y a quelques 20 ans, des démineurs belges ont encore payé de leur vie
l'instabilité de ces munitions. En France, l'accès à une zone rouge reste interdit, notamment suite au danger des munitions non explosées. Des dizaines de milliers de tonnes de munitions toxiques ont été émergées de ci de là. Les chalutiers de la mer Arctique ont une trousse de premiers secours à bord. La face du monde aurait-elle été différente si la Première Guerre mondiale n'avait pas eu lieu? Assurément. Les munitions toxiques y ont-elles changé quelque chose? J'en doute. Elles n'ont pas influencé l'issue de la guerre. Elles n'ont fait qu'ajouter à l'horreur. Elles inspirent la crainte. Ce sont des armes de destruction massive interdites par le droit humanitaire. Elles frappent sans discernement, mais elles sont vraiment décisives que contre des troupes non protégées ou contre d'innocentes populations civiles. La médecine est un élément important de la protection contre ces gaz. Elle rend leur emploi moins probable. Rendons ici hommage à leurs victimes et à celles et ceux qui les ont soignés. Je vous remercie de votre attention.